Et autrement, les podcasts des journées de l'économie autrement. Le ressenti, une grande notion contemporaine ? De plus en plus présente dans les champs politiques, médiatiques ou académiques, la notion de ressenti s'est également installée dans nos vies quotidiennes. Imprécise encore, elle interpelle pourtant très directement quelques-uns des aspects clés de l'époque que nous vivons. Individualisation grandissante, hyperconnexion, montée des subjectivités, crise de confiance, place des émotions. Que recouvre cette notion ? Comment peut-on exactement la définir ? Et comment en tirer le meilleur parti ? La Fondation Jean Jaurès, qui lui consacre un cycle de travaux, répond et ouvre ce débat animé par Juliette Clavière, chef du département communication et partenariat de l'IGPDE, avec Sophie de Closette, présidente directrice générale des éditions Flammarion, et Gilles Filkenstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Le ressenti, une grande notion contemporaine, point d'interrogation. En fait, le programme a omis ce point d'interrogation et je souhaite absolument le remettre. En tout cas, mes intervenants l'auraient sûrement de toutes les façons fait de même. Mais c'est important puisque cette table ronde s'inscrit, je l'ai dit, dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, parce que la Fondation Jean Jaurès a lancé en fait une grande réflexion, on peut dire même une enquête sur ce terme ressenti. Alors, est-ce une notion, est-ce une grande notion contemporaine ? Voilà, ce sont autant de questions qu'on va aborder. Et donc cette enquête a commencé il y a pratiquement 1 an. Elle a réuni des experts, des chercheurs de domaines très différents, évidemment en matière économique, en matière de sociologie, en matière environnementale. On a aussi des représentants de la culture, du sport, de la santé. Voilà, on a essayé d'être très transdisciplinaire sur ce sujet et surtout sans parti pris, sans a priori en tout cas, d'où l'importance du point d'interrogation. Et donc, pour nourrir cette enquête, cette recherche, Sophie et Gilles vont nous aider. Alors, une femme, un homme, une éditrice, un politiste, on va dire. Ouais, un auteur, une responsable d'entreprise, parce qu'éditrice, c'est pas que lire des livres, etc. Un secrétaire général d'un think tank. Bref, potentiellement autant de ressentis différents, peut-être divergents, et j'espère un peu convergents aussi à un moment donné. Sophie, en quelques mots, je te présente. Tu es ancienne élève de l'école normale de Fontenay, supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Tu es agrégée d'histoire. À la suite de tes études, tu as engagé une très belle carrière dans le monde de l'édition. Tu as rejoint en effet en 2004 la maison Fayard. Tu seras successivement assistante d'édition, directrice littéraire en non-fiction, directrice éditoriale et puis directrice générale en 2014. Au cours de cette période, tu as publié, ou en tout cas ont eu la chance de publier par toi, un certain nombre d'auteurs, évidemment très réputés, aussi divers que Jacques Attali. Alors, je n'ai pas su caractériser parce que, au titre de toutes ses activités, il n'y en avait pas quelque chose de saillant. Alain Badiou, qui est philosophe et romancier également, Didier Ribon, sociologue, mais aussi Virginie Grimaldi, dans le domaine de la littérature plutôt de fiction cette fois-ci. Tu as aussi gagné l'exclusivité des traductions de 2 best-sellers internationaux que sont les mémoires de Michel et de Barack Obama. Et puis enfin, je tenais aussi à le souligner parce qu'il s'agissait d'un choix fort et pas évident qui a fait l'objet de controverses. La parution d'une édition critique de Mein Kampf qui s'appelait « Historiciser le mal ». Un combat, un choix et qui témoigne sûrement d'une conviction que vous retrouverez au cours de ces débats, ne jamais se laisser impressionner par l'air du temps, je pense. Depuis juillet 2022, tu poursuis cette belle carrière à la tête des éditions Flammarion. Agile. Alors, toi, tu as été pendant longtemps, en fait, engagé de façon active en politique, notamment à travers la rédaction de discours et l'analyse d'études politiques d'opinion auprès d'hommes politiques comme Pierre Mauroy, Pierre Moscovici, Lionel Jospin, DSK.
Ton dernier discours, en tout cas c'est comme ça que tu l'as présenté, c'est une contribution au discours du Bourget de François Hollande en 2012. Depuis, tu es toujours engagé, mais plutôt comme observateur de la vie publique et de la société française, notamment au sein de la société Jean Jaurès. Et puis, tu as, j'allais dire, 2 rendez-vous hebdomadaires médiatiques. Le samedi matin sur France Inter à midi dans le grand face-à-face, face notamment à Natacha Polony. Et puis, depuis septembre, sur Quotidien, tu as une chronique, un journal de la démocratie, donc tous les mardis soirs, où écoute, tu essayes d'apporter des éclairages sur la démocratie et l'actualité. Tu es aussi l'auteur de certain nombre d'ouvrages, comme La dictature de l'urgence. Bon, le titre, il y a plus de 10 ans, c'est ça? Ouais. Et toujours aussi vérifié, si ce n'est confirmé. Et un autre, Piège d'identité, qui soulevait effectivement cette question plutôt dans la recomposition des offres politiques et aussi les attentes des Français en la matière. Alors voilà pour la présentation de nos intervenants. Je vais maintenant présenter les éléments de débat et pourquoi la Fondation s'est intéressée à cette expression, instrument, outil, notion. On va garder quand même le terme de notion, de ressenti. En fait, on est parti d'un constat et d'une intuition. Le constat, c'est un constat assez simple, c'est que c'est quand même une notion qui est de plus en plus utilisée. Alors, elle est très familière dans un domaine sur lequel on reviendra peut-être, qu'est la météorologie. Les températures ressenties sont vraiment rentrées dans le quotidien des Français. Mais on la retrouve dans d'autres secteurs, notamment l'année dernière, mais on m'a dit que ça se poursuivait. Vous avez une agence immobilière qui, en fait, traduit ses offres en mètres carrés ressentis. Donc, en fait, si vous avez un studio de 20 mètres carrés, en fait, en ressenti, il peut être de 25 mètres carrés pour des raisons qui sont l'extrême luminosité bien identifiée ou la hauteur de plafond. Et donc, voilà, vous avez gagné au passage 5 mètres. Vous avez la marque Leclerc aussi, qui en décembre dernier avait fait une campagne de pub en jouant sur ce hiatus prix réel, prix ressenti, notamment à travers l'exemple de la bûche de Noël. Donc vous aviez des convives, la bûche était très bonne, et évidemment le premier réflexe c'était de se dire donc elle a été très cher, et donc évidemment les gens qui avaient acheté, eux savaient le prix qu'ils avaient mis évidemment chez Leclerc, c'est pas cher, et donc ce delta montrait, ça faisait aussi apparaître le delta entre le prix ressenti et le prix réel. Mais bon, là vous pouvez vous dire c'est quand même une approche très marketing, ça va pas très loin, c'est pas forcément, ça peut être de l'air du temps tout simplement. On a l'habitude d'avoir des mots comme ça un peu réutilisés à toutes les sauces. Là où pour nous ça a été intéressant, c'est que on s'est rendu compte que c'était aussi un terme qui était utilisé de plus en plus dans des travaux académiques. Et que donc, ça voulait dire quand même que derrière, il y avait des constructions, des constats, voire même dans des publications officielles. Je vous donnerai 2 rapides exemples. Encore récemment, la revue de l'école Polytechnique, qui s'appelle Polytechnique Insight, du 13 novembre dernier, publiait un entretien du sociologue Nicolas Duvaux, qui est spécialiste des inégalités sociales, qui est par ailleurs président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Enfin, c'est quelqu'un quand même qui a un rôle institutionnel important. Et le titre de cet article était « Faut-il prendre en compte les inégalités sociales ressenties ?» Donc, on voit bien que le terme n'est pas seulement marketing. Et dernier petit exemple, avant d'engager la discussion, il faut savoir que chaque année, le ministère de l'Intérieur publie l'enquête nationale officielle en matière de sécurité, qui traduit en fait les chiffres sur la délinquance, la criminalité, etc., et qui se base en grande partie sur les chiffres de l'INSEE, parce que ce sont des gens de l'INSEE dans le ministère qui établissent ces rapports. Et depuis 2023, alors pour l'édition 2022, c'était toujours un an de décalage, ils ont changé l'appellation et ça s'appelle désormais vécu et ressenti en matière de sécurité. Donc encore une fois, on voit bien que le terme est de plus en plus prégnant dans des sphères où on ne l'attendait peut-être pas forcément jusqu'à maintenant. Ça, c'était pour le constat. Cette deuxième partie du constat a nourri un peu notre intuition.
et c'est le deuxième point, que c'est un rapport à la réalité qu'en fait, on ne peut pas balayer d'un revers de main, qui nous est apparu nécessaire d'examiner, même si c'est vrai qu'on a une tradition française des Lumières, du cartésianisme, où on peut se dire tout ce qui est de l'ordre du sensible, de l'individuel, est peut-être à mettre à distance, ou même certains auteurs, et je dirais même autrices, ont pu parler, je parle d'Eugénie Bastier qui a publié l'année dernière La dictature des ressentis, a pu qualifier les ressentis de jérémiades narcissiques. Nous, notre intuition, c'est que on doit pouvoir aller un petit peu au-delà de cette approche qui balaye d'un revers de main cet élément. La table ronde va s'organiser en 3 temps. Une tentative de définition, d'où vient le ressenti, de quoi est-il l'expression, dans quel champ le ressenti se manifeste-t-il le plus, y a-t-il des domaines où c'est évident et des domaines où c'est légitime et des domaines où on se dit que ça n'a aucun sens. Et puis à quoi peut-il servir? En fait, une fois qu'on a fait cette cartographie, est-ce que ça peut être un levier de compréhension du fil d'un certain nombre de situations, de réalités sociales, de choix politiques aussi, et au-delà, est-ce que ça peut être un outil d'action, et notamment en matière de politique publique, puisque c'était aussi une des ambitions que nous avions. Et moi, je voudrais commencer par vous questionner. Est-ce que 2-3 d'entre vous voudraient, comme ça, de façon très spontanée, très brève, avec 2-3 mots, pouvoir nous dire, pour moi, le ressenti, c'est ça, ou c'est synonyme de ça, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à se jeter Dans la fosse. Voilà, à l'eau? Je suis sûre que oui. Allez, madame, merci beaucoup. Je vais déjà me présenter. Je suis Martin Carbon. Donc, vous allez parler de Nicolas Dubon, que je connais, et que j'ai été, il y a 2 ans, titulaire au Conseil national de la lutte contre la pauvreté. Et que, voilà, je l'ai connu. Donc, moi, le ressenti pour nous, parce que pour les pères, parce que je tiens à représenter les pères de la pauvreté, notre ressenti, c'est d'être rejeté, c'est d'être humilié, c'est d'être macho, que ça risque d'être un peu différent de que je vais entendre, ça c'est sûr, mais bon, je suis là pour apprendre aussi, pour optimiser les choses, et puis voilà. Merci beaucoup. C'est bien. Oui, monsieur. Oui, bon, le ressenti, c'est pas justement la différence entre un ensemble de personnes, en particulier peut-être des classes moyennes qui ont tendance à s'exprimer, et une différence entre le perçu et le voulu. C'est-à-dire que une fois une volonté de perçu, c'est à l'espérance de la vie quotidienne et toutes les difficultés, et en particulier les classes moyennes qui ont de plus en plus de mal à être toujours dans cette ascendeur social, en fait, et toujours cette peur de la naissance et la descendance. Et puis, une matière voulue qui est à la fois très personnelle, qui est toujours cette volonté de progrès, de croissance, d'aller, que la société s'améliore, mais aussi d'un discours politique qui va être dans la promesse, dans une forme de marketing de la promesse, et que finalement, cette promesse, sachant que le monde politique est plutôt un performatif, ne reboucle pas, il n'est pas dans ce retour-là, et ce qui fait que cet écart ayant grandissant ne peut n'amener qu'à le ressentir. Une dernière? Non, c'est bon? Moi, je crois qu'il y a... si, madame. Bonjour. Moi, de façon plus simple, peut-être, mon ressenti, je pense que c'est la somme de mon éducation, de mes expériences, des expériences que j'ai pas eues, certainement aussi. Voilà, en creux, c'est des choses que je sais, des choses que je ne sais pas. Et je pense que tout ça forme mon ressenti et vis-à-vis de toutes les sphères, y compris celles qu'on va aborder dans la vie sur le volet économique. Voilà, si j'ai une définition basique à donner, ça sera ça, la somme éducative, expérientielle que l'on peut avoir, plus finalement tout ce qu'on va pas expérimenter. Super.
Quatrième. Dernière, non, mais c'est bon. La parole nous sera redonnée par la suite à la fin de chaque partie. Ne vous inquiétez pas. Alors pour moi, le ressenti, c'est surtout la manière de percevoir les choses, être vraiment dans le handicap et accompagnement de personnes en situation de handicap. J'ai affaire régulièrement à ça. Alors, on reprend, c'est bon, celui-ci marche aussi, très bien. Eh ben, il y a déjà beaucoup de choses, il me semble, dans ce qui a été indiqué et des approches effectivement multiples. Donc, je vais passer la parole, Gilles. Jean-Way. J'envoie en rebondissant, je suis pas sûr, en rebondissant, vous savez, il y a une chose, il y a trois mots qui ont chacun juste une facette du ressenti, je pense que vous avez dit, la perception, l'émotion et l'expérience. C'est intéressant parce que chacun d'eux est une des facettes qu'on va travailler. Alors peut-être, Juliette disait que on va, nous, Fondation, on est un peu au milieu de ce travail, donc c'est bien ce que on va élaborer un peu ensemble. D'abord, essayer de cerner un peu plus ce dont on parle, que Juliette a commencé à définir, et deux, trois choses. D'abord, sur l'usage, on a notre ressenti et qu'il y a une extension du domaine du ressenti. C'est qu'on parle de plus en plus du ressenti. Alors, il faut se méfier, c'est un peu le syndrome de la voiture rouge. Vous avez acheté une voiture rouge et tout d'un coup, vous ne voyez plus que des voitures rouges partout. Donc, on s'intéresse depuis maintenant un certain temps au ressenti. Et donc, chaque fois qu'on entend à la radio, qu'on lit dans le journal le mot ressenti, ça vient comme une confirmation de la justesse de notre intuition. Et peut-être de manière symptomatique. Le premier séminaire qu'on a organisé à la Fondation sur le sujet, le matin même, chronique de Dominique Seux sur France Inter, dont la conclusion était: est-ce qu'il vaut mieux avoir raison avec l'INSEE ou tort avec son ressenti? C'est un bon sujet. Et je regardais Le Monde d'hier, donc, Le Monde d'hier, chronique de la dernière page du journal, en encadré, face à une image dure, la mise à distance s'effrite au profit du ressenti personnel. Plus tous les exemples qu'a cité Juliette, et peut-être quelques autres illustrations. Je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous. On entend le matin les statistiques de l'INSEE sur l'évolution de l'inflation. On va au supermarché faire ses courses l'après-midi. Et notre ressenti est que l'inflation est quand même plus forte que ce qu'on a entendu le matin à la radio. La météo, évidemment, qui est le premier exemple le plus emblématique. Ce matin, vous avez Marie-Pierre Planchon qui vous dit, c'est pas, il fait 6 degrés à Dijon, vous sortez, il y a un peu de vent, vous avez quand même l'impression qu'il fait un peu plus froid. Les mètres carrés ressentis dont Juliette se moquait tout à l'heure, je me souviens un peu, gentiment, je me souviens avoir habité il y a quelques années dans des chambres, une grande chambre de service, mais dans les chambres de service, donc j'avais un grand espace qui était en sous-pente. Les mètres carrés tels que la loi carrée que j'ai loué et les mètres carrés ressentis, il y avait une différence. Alors, évidemment, on voit l'habilité des agences immobilières en utilisant ce profil-là. Et puis, c'est vous qui disiez la différence entre le perçu et le voulu. Si on revient au début de l'histoire des Gilets jaunes et des 80 km/h, on voit cette différence entre le voulu et le perçu et les conséquences qu'il y a eu derrière. Donc, le ressenti, en tout cas, c'est notre impression, est de plus en plus partout. Deuxième remarque, pourquoi? Et pourquoi maintenant? Puisqu'on dit, la question, c'est que c'est une grande notion contemporaine. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui se conjuguent pour expliquer qu'on parle plus du ressenti aujourd'hui qu'on en parlait il y a 20 ans ou 40 ans. Je les cite simplement. D'abord, le développement de ce qu'on a appelé la société des individus. C'est pas seulement l'individualisme, le fait qu'on prenne en compte dans la société de plus en plus l'individu en tant que tel, que ça a une valeur en tant que tel.
Deuxièmement, les mutations de notre rapport à la démocratie. Le fait que de plus en plus, on considère que la démocratie, ce n'est pas seulement la démocratie représentative, c'est pas seulement le vote, mais il y a beaucoup d'autres formes dans lesquelles le citoyen veut exprimer son opinion. Un deuxième élément qui vient, je crois, expliquer l'importance du développement du ressenti. Le troisième, plus évident encore, c'est la vie numérique. La vie numérique qui fait que, notamment sur les réseaux sociaux, chacun trouve un espace d'expression qui n'est pas seulement le café du coin ou la famille ou la réunion d'association, mais sur une agora mondiale. La montée des identités. Juliette disait, mon précédent livre s'appelait, mon dernier livre, s'appelait le piège d'identité. L'omniprésence des sondages. La France est un pays dans lequel nous sondons l'opinion des gens de manière plus importante qu'ailleurs. D'ailleurs, la Fondation Jaurès publie lundi prochain dans Le Monde un grand baromètre annuel sur les fractures françaises. Donc, nous y participons aussi. Et puis peut-être la montée de la défiance envers l'ensemble des institutions, qui sera là aussi un des résultats de cette enquête, mais tous ces éléments-là, sans doute, seront vus. Je termine peut-être en disant ce qui est pour moi l'enjeu. La question est de savoir si le ressenti, c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est un problème de connaissance. C'était la formule de Dominique Seux. Votre ressenti, vous avez votre ressenti, mais il y a la statistique de l'INSEE. Ou est-ce que c'est une erreur parce que c'est un excès d'ego? C'était la formule de Génie Bastier, les jérémiades narcissiques. C'est l'excès de la société des individus. Vous prenez en compte que vous-même et l'expression de votre identité. Donc, pour partie, peut-être que c'est ça, le ressenti, mais la question, c'est est-ce que ce n'est que ça? Et notre intuition, c'est que ce n'est pas que ça, et que c'est pour ça que ça mérite d'être creusé. C'est une ressource qu'il faut utiliser, qu'on peut utiliser utilement. Les mots d'expérience, d'émotion qui ont été cités tout à l'heure en attestent. Et c'est aussi, puisque Juliette parlait de qu'est-ce qu'on peut en faire, c'est aussi quelque chose que c'est vrai des pouvoirs publics, quels qu'ils soient pour les politiques publiques, mais c'est vrai aussi des entreprises, c'est une contrainte dont il faut tenir compte parce que le ressenti et une perception, ça devient un des éléments du réel. Merci. Vas-y. Bonjour. Je suis plutôt praticienne moi, du ressenti au quotidien que télébétienne, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je me demande néanmoins si cette question du ressenti, ce ne sont pas les habits neufs de quelque chose qui a toujours existé et qu'on a cristallisé à la faveur de tous les facteurs décrits par Gilles sous ce nom-là. Parce que, en tout cas, l'expérience et les sensations, les émotions ont toujours existé. Le fait qu'il y ait un décalage entre la réalité et la manière dont on la perçoit en fonction de son expérience, ça a toujours existé. Et je pense que on a toujours fait, même en marketing, puisqu'il y a quand même cette notion évidemment aussi issue du marketing, des focus group, parce que personne n'est une moyenne, des études qualitatives où on a combien de gens achètent ce truc et à quel endroit est-ce qu'ils l'achètent plus quand il est en bas. Et puis, il fait des focus group avec des consommateurs pour leur dire, mais ce que vous préférez quand les céréales, elles sont la boîte, le tigre, il est habillé en bleu ou il est habillé en rouge. Et on va voir le ressenti des gens. Donc, il y a une approche aussi qualitative de la manière dont on vit les choses qui a toujours été prise en cause. Moi, je me demande si le fait que les émotions émergent au point, enfin, cette idée émerge au point, on en parle aujourd'hui, n'est pas aussi lié au fait qu'on a moins de cadres, on se met moins d'accord sur des cadres d'analyse globale, par exemple, marxiste, religieux, autoritaire, issu de la sociologie plus quantitative, et que par exemple le fait que
le ressenti que vous décrivez, madame, et que beaucoup de gens ressentent d'être mis à l'écart, humiliés et de ne pas être pris en considération. Aujourd'hui, on parle de ressenti. Je me demande s'il y a 30 ans, la même colère qui a toujours existé et qui est tellement légitime, elle n'aurait pas été envisagée sous un biais de lutte de domination de classe et d'humiliation entre des dominés et des dominants de façon plus collective. Et qu'en fait, il y a en effet une société des individus qui atomise et qui fait que le ressenti de chacun est de plus en plus pris en cause et paraît beaucoup plus unique. D'autant plus que on est dans une société en effet du numérique et que on a des biais qui font qu'on a l'impression qui poussent à aller vers le ressenti d'autres gens. Tous les biais de toute la façon dont le monde numérique arrive jusqu'à nous vous conduit à aller plutôt vers des gens qui ressentent la même chose que vous plutôt que un ensemble commun. Donc, et en même temps, on se rend bien compte qu'il y a, à la faveur de ces rapprochements de ressentis communs, de temps en temps, des mouvements qui se font, qui échappent à des grilles d'analyse. Et par exemple, ça fait 10 ans qu'on voit que les femmes avaient un ressenti de beaucoup de choses qui arrivaient dans leur vie quotidienne et qui n'étaient peut-être pas partagées ou entendues. Donc, on peut voir dans le fait d'avoir des coalitions. Ma question, c'est plutôt comment est-ce qu'on trouve des coalitions pertinentes de ressenti pour que d'un outil de perception individuelle, ça devient un levier commun qui puisse servir à quelque chose. Et comment on passe de cette expérience individuelle à une expérience plus collective. Et comment valoriser cette notion trop forte et en faire non pas un outil, mais une notion, ce qui justifie vraiment le point d'interrogation dans l'intitulé qui s'appelle ronde. Est-ce que c'est vraiment une notion et c'est un concept, même si c'est un habit neuf de quelque chose qui a toujours existé, en tout cas ça cristallise un concept intéressant d'analyse, ou est-ce que c'est un outil pour comprendre de manière d'être plus fine et plus démocratique des expériences collectives qui ont tendance à diverger. Bref, comment on remet du commun à partir du ressenti. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis sur le commun. Effectivement, on a quand même des grandes évolutions de structures politiques, sociales dans les 30 dernières années qui ont fait que les individus ne se sentaient pas forcément représentés de façon collective. Et on a une société de statut qui n'est plus aussi prégnante. Et donc, effectivement, conjugué à un certain nombre d'outils d'expression d'opinion, finalement, on a une parole, on a un ressenti et une parole qui va pouvoir avoir à peu près la même valeur, ou doit pouvoir avoir la même valeur qu'une expression qui a été portée collectivement auparavant par un certain nombre d'institutions. Donc c'est vrai que ça pose la question du commun et des expériences partagées. Et de ce point de vue-là, il y a un ouvrage que je trouve très intéressant de Pierre Rosanvallon qui s'appelle Les épreuves de la vie. Alors voilà. Alors ça m'a amusé parce que dans le train, il y avait un jeune homme en arrivant qui connaissait Pierre Rosanvallon mais qui n'avait pas vu cet ouvrage. Et il dit maintenant il fait dans le développement personnel. Alors non, c'est pas exactement ça. Quand on regarde le livre, ça va évidemment bien au-delà, mais il parle très bien, je trouve, de cette décomposition-recomposition et qui dit au fond maintenant les gens sont confrontés à des expériences alors de niveaux différents, hein. Il y a des expériences très personnelles d'intégrité personnelle et d'ailleurs il mettait ce qui concernait effectivement la situation des femmes et notamment les violences faites aux femmes dans cette catégorie. Il y a aussi des épreuves plus collectives, sociales, mais qui ne recoupent pas nécessairement, évidemment, les luttes sociales classiques. Et évidemment, on parle des Gilets jaunes à ce moment-là, qui a été une recomposition collective d'un mouvement dont personne n'arrivait vraiment à percevoir. Voilà. Et puis après, il y a un troisième type d'épreuves de la vie qui sont, j'allais dire, des épreuves qui nous dépassent complètement, que comme le réchauffement climatique, comme la guerre en Ukraine, etc., mais qui sont aussi des éléments qui viennent impacter effectivement l'ensemble des ressentis des individus. Et donc derrière ça, il s'interroge sur c'était quoi. Alors il donne pas complètement de solution, mais au moins on a cette explicitation de l'évolution
je sais pas s'il utilise exactement le terme de délitement, mais en tout cas de fragilisation des structures communes sociales, de la montée en puissance d'un certain nombre de leviers d'individualisme. D'ailleurs, il parle de l'individualisme de singularité, qui est qu'on n'est pas simplement des individus, mais en plus on veut se distinguer. Et donc voilà, ça vient mettre, j'allais dire, un élément supplémentaire dans l'individualisme et de comment on peut recomposer. Alors il a écrit la suite qui s'appelle les institutions invisibles. Alors que Voilà. C'est pas chez Flammarion, c'est voilà, voilà. Fraternité. C'est beau, ça. Voilà, exactement. Mais qui touche un petit peu de la même façon, c'est-à-dire, il se dit, c'est pas tant sur des institutions existantes, etc., qu'on va pouvoir recréer du commun, mais plutôt s'intéressant à la notion de confiance, d'autorité, de dignité. Et donc, c'est ça qui l'intéresse. Et là, on bascule déjà, d'ailleurs, j'allais dire, dans une logique très politique, en fait, quand on évoque les Gilets jaunes, c'est évidemment un mouvement social et très politique. Et Gilles, je ne sais pas si toi, tu veux pouvoir préciser ce point de vue-là. Juste rebondir d'un mot sur ce que disait Sophie. Est-ce que ce sont simplement les habits neufs de quelque chose qui a déjà existé? Que les émotions aient existé depuis longtemps, qu'il y ait eu un écart entre soit les perceptions et les réalités, entre ce qui était voulu et ce qui était vécu, ça, il y a aucun doute là-dessus. Et peut-être alors pour abonder dans le sens de ce que tu évoquais, le mode de politisation lui-même a changé. Là où on se politisait il y a 20 ans ou il y a 40 ans par l'idéologie, la politisation se fait de plus en plus par la biographie. C'est parce que l'on vit, parce que l'on voit, que l'on se politise de plus en plus. Donc là, ça va dans le constat. Mais ce qui est, je crois, un peu nouveau quand même, c'est le fait que l'on accorde plus qu'avant de la valeur à ce que disent, ce que vivent les individus. Deux, à ce que les possibilités d'expression, ça c'est un changement archivement considérable, les possibilités d'expression étaient bouleversées. Et dernier élément, qui n'est pas le moins, c'est que nous vivons, c'était le précédent livre que tu as cité, une mutation de notre rapport au temps, ce qu'on appelle la dictature de l'urgence, et le fait que l'on est de plus en plus dans l'instant. Que pour les raisons que tu évoquais d'ailleurs, de déclin des grandes religions, de déclin des grandes idéologies qui nous projetaient d'une manière ou d'une autre, là, on vit de plus en plus dans l'instant. Et quand on est de plus en plus dans l'instant, eh bien, on peut, la question du ressenti immédiat a un poids qui est plus important, non? C'est l'impression que ça va. C'est vrai qu'on est plus en plus de l'instant, mais est-ce que tu penses pas que c'est parce que on est dans une société qui est beaucoup plus figée et en fait où il y a beaucoup moins de mobilité et que à la fois t'as une sensation, t'as deux mouvements, t'as une sensation d'urgence, les choses vont de plus en plus vite, une info chasse une autre, blablabla. Et de l'autre côté, t'as un ascenseur social qui bouge pas, t'as des gens qui sont figés, qui ont un rapport au temps et à l'espace concret qui correspondent pas à cette rapidité et que leur ressenti est plus rapide. Parce que quand tu vois, si t'étais dans une trajectoire d'ascension sociale, ton ressenti, il va changer relativement vite. Quand t'es bloqué, ton ressenti, il dure longtemps. Et donc aussi, son expression, elle nécessite d'être plus prise en compte parce qu'elle a moins de variations dans le temps de ton expérience. Donc, si tu reviens à l'expression qu'on a entendue tout à l'heure, je m'excuse, Yunis, mais donc tu avais proposé d'être là, hein. que le ressenti, c'est les expériences qu'on n'a pas eues. Ce qui me paraît correspondre à ou les expériences qui sont infinies, qui changent jamais. Un avenir dont j'aurais voulu que j'ai pas, une expérience de consolation dont j'aurais envie de t'acquérir, ça veut dire, mais sauf que là, il était vraiment intéressante de qualifier le ressenti sur la base d'expériences qu'on n'a pas eues. Alors que on a trop longtemps. Voilà. Soit qu'on sait qu'on n'aura jamais, soit qu'on a pour toujours. Très bien. Je t'en prie. Je suis d'accord. C'est un élément très important dans la manière qu'on a, là ça dépasse la question du ressenti, dans la manière dont on appréhende la question des inégalités. En France, on considère souvent que la principale question, voire l'unique question des inégalités, c'est
la question des inégalités de revenus et des écarts entre les inégalités de revenus. Or, la singularité française n'est pas du tout d'avoir des inégalités de revenus plus importantes, surtout après redistribution. Sur le patrimoine, les choses sont différentes. Et surtout, et ça fait écho à ce que dit aussi notre singularité, et que les inégalités de mobilité sociale sont plus faibles. Et ça, si on se dit la grande question est là, on porte pas l'accent sur les politiques publiques de la bonne manière. Alors, on va peut-être passer à la deuxième partie. On a essayé peut-être en complément pour dire où on en est quand même sur les éléments de définition du côté de la fondation. En fait, ça rejoint les interventions que vous avez pu faire. On part évidemment du niveau affect, émotion, parce qu'on a quand même une dimension sensible dans le ressenti, ça paraît assez évident. Et puis derrière, il va y avoir comme des tamis que sont l'expérience. Ça a été dit, en fait. C'est pas du tout, pour nous, en tout cas de ce qu'on comprend, quelque chose de complètement immédiat. En réalité, c'est une construction individuelle et sociale. Donc, il y a aussi cette dimension d'expérience et aussi du contexte dans lequel on est. Et on voit bien que sur des éléments identiques, selon qu'on vient aux îles, selon qu'on vit à la campagne, selon, on reprendra peut-être l'exemple sur le réchauffement climatique et les désordres liés à ce réchauffement climatique, évidemment, vous n'allez pas du tout avoir la même appréhension des mesures à prendre si vous êtes dans le Pas-de-Calais et qu'il y a déjà eu 3 fois des inondations, ou si vous êtes Et donc il faut mettre derrière le ressenti quelque chose, encore une fois, de plus construit. Et c'est pour ça qu'on trouve intéressant que ça soit quand même reconnu. Alors, au-delà du terme de notion, éventuellement comme un outil, parce que ça dit des choses. Et ça dit des choses qui vont au-delà du pur émotionnel, qu'il d'ailleurs ne faut pas rejeter pour autant, mais qui va faire que tout message ou toute politique qui va s'adresser ensuite aux personnes, si elles ne tiennent pas compte de cette construction, vont en fait être un peu à côté de la plaque, quoi, en fait, tout simplement. Il y a quand même un enjeu de crédibilité qui est très important, et on voit que dans un certain nombre de champs, et je le citais en introduction, mais on va pouvoir le développer, académique, il y a eu une prise de conscience. Et on se dit, notamment en économie, il y a par exemple la notion du PIB ressenti, qui a été développée. Il y a toute l'économie du bien-être ou du bonheur qui s'est aussi développée autour de ces réalités et qui commence quand même à prendre de l'importance et qui font un travail, j'allais dire à la fois d'analyse des ressentis et, alors ça va peut-être paraître être un paradoxe, mais d'objectivation du ressenti. Et c'est là où, effectivement, on rentre dans quelque chose de plus peut-être complexe, mais qui est très intéressant et qui est en cours. Et je vais passer la parole à Gilles sur le sujet. Sur cette partie-là, on essaie de parler des différents champs des ressentis. Alors, on l'a évoqué d'une certaine manière, maintenant je voudrais le creuser à partir de 2 illustrations très précises, en montrant comment on peut non pas combler cet écart, mais comment on peut appréhender la question du ressenti. Premier exemple qu'on a évoqué déjà, la question de l'inflation. C'était la formule de Dominique Seux. Est-ce qu'il vaut mieux avoir raison avec l'INSEE ou avoir tort avec son ressenti? On a publié, je vous invite à lire une note de Jean-Luc Tavernier, qui est le rédacteur de l'INSEE. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la fois, je le retranscris avec mes mots. Il explique pourquoi il y a un écart entre l'inflation telle qu'elle est annoncée par l'INSEE et telle qu'elle est ressentie par un groupe de citoyens. Pourquoi cet écart? D'abord, en raison de la manière dont l'indice est construit. C'est ce qu'on peut appeler la dictature de la moyenne. L'INSEE prend ce qu'on appelle un panier moyen de la consommation des Français. Le problème de la moyenne, c'est que c'est une moyenne.
quand vous avez, je reprends cet exemple qu'aime beaucoup Juliette, je crois, quand vous avez la tête dans le four et le pied dans le congélateur, en moyenne ça va, mais en fait ça va pas. Donc, il y a ce problème de la mobilité. Deuxième problème de la manière dont l'indice lui-même est construit, c'est la question de l'évolution de la qualité des biens. Lorsque vous rachetez un téléviseur, que le progrès technique a fait ou un ordinateur, qu'il a plus de mémoire, plus de puissance, etc., qu'il est au même prix, pour l'INSEE, son prix baisse. Parce que la qualité s'est améliorée. Intuitivement, c'est pas évident pour les consommateurs que nous sommes. Donc ça, c'est la manière dont l'indice est construit. Et puis, il y a une deuxième série de raisons qui expliquent cet écart entre le chiffre de l'inflation et la manière dont il est ressenti, c'est comment l'indice est reçu. Et on a tous un certain nombre de biais qui expliquent cet écart. Le premier biais, c'est ce qu'on appelle le biais de la hausse. On est beaucoup plus sensible au fait que le prix d'un bien augmente que le prix d'un bien baisse. Et donc, si au même moment vous avez des biens qui baissent, des biens qui montent, vous ne retenez que les biens qui augmentent, et donc vous avez votre ressenti est davantage axé sur l'augmentation. Le deuxième, c'est un biais lié à la fréquence des achats. Si vous allez toutes les semaines au supermarché faire vos courses alimentaires, que le prix augmente un peu, et que vous allez une fois par an acheter un bien de type téléviseur, dans le panier moyen, si la télévision baisse, vous en apercevez pas beaucoup parce que c'était un an avant. En revanche, si toutes les semaines, vous avez le bien que vous achetez toutes les semaines qui augmente, évidemment, ça modifie votre perception. Et puis, troisième biais, pour la tous aussi, c'est un biais de confirmation, c'est le syndrome de la voiture rouge que j'évoquais tout à l'heure. Si vous avez le sentiment que les prix augmentent, le moindre micro-trottoir que vous voyez, la moindre remarque, tout ça vient évidemment confirmer ce que vous croyez. Et ce qui est intéressant dans ce que raconte Jean-Luc Tavernier, c'est la manière dont l'Institut public de la statistique essaye de modifier la manière dont il organise sa propre statistique publique pour tenir compte du ressenti. Et donc, par exemple, maintenant, l'inflation est calculée aussi par catégorie sociale. C'est-à-dire pour chaque catégorie, on regarde ce qu'est son propre palier de consommation, ce qui évidemment n'est pas différent, ce n'est pas le même selon les catégories. De la même manière par âge, de la même manière par région, avec dans la question du logement, parce que le prix du logement n'est pas évidemment pas le même dans les grandes métropoles, a fortiori à Paris. Et donc, ce faisant, ça permet de s'approcher un peu plus du ressenti. Il est même possible, si vous allez sur le site de l'INSEE, que je ne savais pas, j'ai découvert ça en lisant Jean-Luc Tavernier, de calculer votre propre inflation. C'est-à-dire que vous rentrez ce qu'est votre consommation et vous avez l'inflation réelle à laquelle vous êtes confronté. Et ce que je trouve intéressant pour terminer, c'est qu'on voit à la fois que la statistique publique tient compte de cette notion de ressenti pour modifier et pour essayer de coller au plus près du ressenti de chacun, et que quand bien même elle fait ça, eh ben il restera un écart avec le ressenti. Et ça veut dire que c'est quelque chose, on peut s'approcher du ressenti, mais on ne peut que comme l'horizon. On ne peut jamais l'atteindre. Je donne juste un deuxième exemple, si j'ai encore 2 minutes, sur un sujet un peu différent vous avez évoqué d'un mot, qui est la question de la pauvreté. On calcule le taux de pauvreté. Vous entendez très souvent, il y a 9 millions de pauvres en France. On calcule le taux de pauvreté, c'est des statistiques européennes, avec des normes européennes. C'est ce qu'on appelle le taux de pauvreté monétaire. Et ce taux de pauvreté monétaire, dans toute l'Union européenne, il est calculé par rapport au revenu médian. Le revenu médian, c'est ce qui sépare les revenus, 50% des revenus d'un côté, 50% des revenus de l'autre. Quand vous avez moins de 60% du revenu médian,
vous êtes en situation de pauvreté monétaire. Le problème, c'est que là aussi, on voyait que ça collait pas vraiment avec le ressenti. Et donc, là aussi, ce que raconte Jean-Luc Tavernier dans la même note, mais qui est complété par les travaux de Nicolas Vivou, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont faites sur les conditions de vie réelles des ménages, et dans lesquelles on pose à chaque fois des questions sur des types de privations. Par exemple, est-ce que vous pouvez faire face si vous avez une dépense imprévue de 1 000 €? Est-ce que vous pouvez vous payer un abonnement à Internet? Est-ce que vous pouvez partir en vacances? Il y a 13 types de privations et s'ajoute ainsi au taux de pauvreté monétaire ce qu'ils appellent le taux de pauvreté en conditions de vie lorsque on répond oui à la moitié de ces privations. Donc on voit comment, sur des éléments qui sont un peu différents que la statistique basique, on peut compléter. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est notamment les travaux de Nicolas Hulot, c'est que on peut améliorer en tenant compte du ressenti, et malgré tout, ça reste quand même toujours insuffisant parce que le ressenti, c'est ce que disait Sophie, dépend beaucoup de sa situation relative, de sa situation par rapport aux autres. Toutes les études montrent par exemple que lorsque les inégalités augmentent, le sentiment de pauvreté augmente aussi. Par exemple, sur le ressenti que le individuel ressenti qu'évoquait Juliette, alors qu'il y a des écarts de PIB très importants entre l'Europe et les États-Unis, parce que les inégalités sont plus faibles en France, le PIB ressenti est à peu près équivalent des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, dernier point, c'est insuffisant parce que, et c'est le grand intérêt des travaux de Nicolas Duhoux, il montre que un des éléments les plus déterminants pour mesurer la pauvreté, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir, lié beaucoup aux questions de patrimoine. Bon, et donc, voilà, tout ça permet d'enrichir de manière, voilà, nous avons essayé de vous le montrer sur 2 exemples concrets, l'inflation, la pauvreté, comment la question du ressenti pouvait permettre de mieux appréhender la réalité des choses, et on y viendra peut-être après, le cas échéant, de mener des politiques publiques un peu différentes. Alors, Sophie, tu soulevais le fait de ce que le ressenti pouvait poser comme problème à la constitution de commun, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres objections qu'on peut faire au ressenti dans certains domaines. Et je pense évidemment à celui que tu connais bien, qui est l'édition, avec peut-être des traductions un petit peu différentes de celles qu'on vient d'évoquer et qui peuvent aussi poser des difficultés. Oui, alors il y a le fait en tant qu'éditrice, moi j'ai évolué dans une industrie de prototypes. On est dans l'offre, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à essayer de vendre des choses que personne n'attend particulièrement, qui sont contre les pop parce que ça demande de l'attention continue, la solitude, du silence, et qui sont assez démonétisés symboliquement. Et pour lesquels on n'a aucune forme de données objectives parce que on n'a aucune étude et rien du tout sur les clients de nos clients qui sont les lecteurs. Moi, ce que j'ai fait un peu les libraires et Amazon et la FNAC, etc., qui ont des données qui gardent pour eux et qui nous proposent pas. Donc, on est vraiment on fonde toutes nos décisions sur notre ressenti, du ressenti des gens. Donc, on est sur un très gros niveau de ressenti réclamé quotidiennement pour tout. Et notamment pour un des biais que j'ajoute faire la liste très éclairante de Gilles, c'est le désir. C'est-à-dire que les livres, en plus, non seulement personne ne les attend, et personne ne les entend particulièrement, mais c'est le seul lien culturel dont l'indice de prix a baissé en 40 ans de manière n'a pas augmenté, donc a baissé par rapport à tout le reste. C'est le seul lien culturel que vous pouvez avoir gratuitement à la bibliothèque la plupart du temps au moment où il est sorti. C'est le seul bien culturel que vous avez 30% moins cher en numérique. C'est le seul bien culturel que vous pouvez emprunter. Et maintenant, en plus, c'est le seul bien culturel que vous pouvez trouver le lendemain de sa sortie d'occasion à 40% de moins du prix. C'est formidable. Donc, il
voilà. Il faut avoir la foi. Et, donc, on a un vrai On est sujet là. sur- T'inquiète, on est là. T'inquiète pas. Ouais, c'est gentil. Bref, donc tout ça pour dire qu'en effet, ce ressenti concrètement, il y a un facteur en plus qui est pour moi le désir. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que si c'est un livre pour lequel, par exemple, quand on a fait paraître les mémoires de Barack Obama, déjà on joue sur donc, le ressenti, vous en avez pour votre argent, il faut à la fois qu'il soit lisible, qu'il fasse pas trop peur le livre quand on le feuillette, mais en même temps quand même qu'il ait une bonne main, parce que si c'est une plaquette, donc en fait on change la grammage du papier, et puis c'est bon, dis donc pour 20 balles, quand même, ou oh là là ça fait peur, je le lirai jamais, il est beaucoup trop gros, donc bref, on passe notre temps à envisager le ressenti des ressentis. Et par exemple les mémoires de Barack Obama, pour le coup, contre tous les commerciaux dont le ressenti du ressenti de leurs clients n'était pas le même que mon ressenti du ressenti, puisque bien sûr, parce que j'ouvre sur les limites du ressenti, et ça ne peut pas être l'objet d'une discussion, parce que ça n'est pas quelque chose d'objectivable dont on peut contredire et qu'on peut réfuter. Donc, en l'occurrence, comme j'étais la chef, c'est mon ressenti du ressenti qui a gagné. Voilà. Et donc, j'ai ressenti que le ressenti genre, ce serait que si c'est un livre dont on arrivait à faire en sorte qu'il ait très, très, très envie et qu'il y ait un biais de désir, eh ben, on pouvait le mettre vraiment cher. Donc, je vois en plus, c'était pour le coup un vrai gros livre. On a mis du papier très fin parce que sinon, ça aurait été un motard. Voilà, un objet assez beau, 32 €. Et personne, donc, mais des mois à dire, 32 €, les libraires hurler, tout le monde va hurler, ça. Personne n'a, et j'ai beaucoup regardé, les libraires étaient très à l'affût, et le commerce aussi, personne n'a dit 32 €, vous êtes des malades, parce que, de fait, c'est très cher, mais c'est un bout de l'émotion qu'on a eue pour beaucoup en 2008 quand il a été élu que la démocratie, ça pouvait être l'espérance de quelqu'un de très brillant et de nouveau au pouvoir. Et ben voilà, ce truc-là, pour 32 €, tu peux l'offrir à ton père à Noël. Et c'est cher, mais ça vaut. Et donc, il y avait aucun problème. Alors que parfois, il y a des poches où on se dit, si on les met à 4 € au lieu de 3,80, là, c'est fini. Jamais ils seront prescrits par les bords, etc. Bref, tout ça pour dire là, tiens, d'un biais très concret, que le ressenti est une notion intéressante et hyper importante, et on l'a, je crois, bien posée, mais qu'en même temps, elle est compliquée parce que comme ce ressenti-là, je fais une blague en disant que c'est mon ressenti, le ressenti de chef qui gagne, mais c'est pas qu'une blague. Parce que le ressenti, les émotions, c'est pas quelque chose que je peux refuter. Si vous trouvez que la température dans cette pièce, votre ressenti, c'est que vous caillez, qu'il fait hyper froid, bah, je peux pas dire que vous avez tort. Enfin, moi, j'ai pas hyper froid. Hyper froid, qui me disent hyper froid. C'est pas un objet de discussion. On peut pas discuter, argumenter. On peut pas polémiquer à partir du ressenti parce que justement, c'est pas une donnée objective. Et donc, du coup, à un moment, c'est compliqué de le mettre à un niveau de notion ou d'analyse. Pour moi, parce que c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce que dans la liberté d'expression, qui est le côté plus enfin, peut-être plus intéressant, en tout cas une autre particularité de mon travail, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de publier, comment les gens vont le ressentir, etc. Et de plus en plus, on a cette montée du ressenti, notamment aux États-Unis, qui laisse à penser qu'il faut absolument pas qu'on puisse donner à lire des choses qui pourraient heurter le ressenti des gens de manière trop feinte. Et donc, monsieur social, mais ça fait dans ma vie. Et donc, il y a c'est une nouvelle profession qui a cours aux États-Unis, qui commence à arriver en France, qui sont les sensitivity readers, c'est-à-dire les lecteurs professionnels, experts en ressenti. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et donc, du coup, vous dites, ben voilà, j'ai ce manuscrit qui est, voilà, j'ai par exemple le manuscrit de Barack Obama ou je sais pas si vous vous souvenez de l'inauguration de Joe Biden. Amanda Gorman, la jeune poétesse, habillée en magnifique, en jaune, qui avait lu ce poème de Hill We Climb, qui avait été un moment de l'inauguration extrêmement émouvant, extrêmement beau. Et voilà. Ensuite, ce poème a été publié dans le monde entier, notamment en France. J'en avais acheté les droits. Et voilà, nous a demandé, l'agent de l'auteur et l'autrice, nous a demandé d'avoir des sensitivity readers, puisqu'on était blanc et pas américain, qui lisait la traduction pour être sûr qu'elle ne pouvait pas heurter la sensibilité de gens racisés, etc. Et donc, ça a donné lieu, donc,
moi, j'ai dit, ah, bah non, mais c'est tellement important, faut qu'on en prenne 3 sensibility readers. Parce que 1, me méfie, 3. C'est formidable, parce qu'évidemment, les 3 ne sont pas mis d'accord sur rien. Disant, bah non, parce que là, mère célibataire, c'est pas single mother, mère célibataire, mais alors mère célibataire, ça veut dire qu'on a une approche administrative d'un statut conjugal, alors que single, ça veut dire seul, mais en même temps, si on dit mère seule, ça veut dire... Donc voilà, ah là 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 là, bah du coup, comment choisir? Donc bah, je vais me dévouer, comme d'habitude. Et voilà. Ce qui, donc voilà. Après, je pense que professionnaliser le sensitivity reader, c'est un vrai problème. Je pense que mettre maintenant vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais le genre qui tire le marché du livre, c'est la romance et la dark romance. Et voilà, et la romantaisie, qui est la romance, les des vampires et les sorcières. Et mais des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires. Et la dark romance, notamment, c'est vraiment des histoires d'amour où, en gros, l'héroïne finit par tomber amoureuse de son tortionnaire ou de son violeur. Voilà, sinon, ça peut prendre 400 pages, 300 pages, 800 pages, 5 volumes. Mais elle sait qu'il y a un petit cœur tendre qui bat cet homme très, très méchant. Et donc, c'est dark, et donc il y a vraiment des scènes très violentes. Et donc, maintenant, tout ce genre littéraire-là, ils mettent au début ce qu'ils appellent les trigger warnings. Trigger, la gâchette, warning, attention. Dans ce roman contient des scènes de viol, des scènes de violence psychologique, des scènes de je sais pas quoi, tout ce que vous voulez d'atroce. Qui, en fait, souvent, appâtent la lectrice. Je lui dis, oh mon Dieu, je vais passer mon chemin, parce que c'est ça qu'elle cherche. Voilà. Et maintenant, pour de la littérature, je ne sais pas, cette littérature de ce genre-là, pour la première fois, des romans d'auteurs reconnus qu'on publie en janvier, on a des libraires qui ont dit, ah là là, mais là, quand même, c'est un roman où il suit d'une histoire vraie, enfin, bref, un fait divers, et que vous n'avez pas mis de trigger warning au début. Je dis, on ne va pas dire, pour Anna Karenine, attention, il contient une scène de suicide. Enfin, on s'arrête tout. Enfin, je dis, attention, Lolita de Nabokov. Enfin, on a une 4e couverture qui présente ce que c'est, mais c'est compliqué, en tout cas, de se dire dans quelle mesure il faut tenir compte du ressenti d'une certaine catégorie potentielle de lecteurs qui pourraient être heurtés par un truc, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, il faut surtout leur dire de pas y aller. Alors, on a tellement de mal. J'ai des livres avec des livres. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un moment où comment est-ce que, on se met d'accord sur un ressenti commun. 2, comment est-ce qu'on accepte que, oui, vous avez un ressenti, oui, il va peut-être contrarier, heurter. Ça s'appelle, en fait, la vie en commun. Et ce qui c'est génial dans une démocratie, c'est qu'en peine, on peut l'exprimer, puis on peut en débattre. Et puis, si on peut faire autre chose, et qu'en fait, si on tient compte de ce qu'on imagine du ressenti de tous les individus, en vrai, moi, je publie plus rien. Parce qu'il y a quasiment tout heurte tout le monde à un moment ou à un autre. Et qu'en fait, il me semble que ce qui est formidable dans une démocratie où on a une éducation obligatoire et un espace de liberté d'expression, c'est qu'on peut justement exprimer ce ressenti et en débattre. Et que si jamais on perd un cadre dans lequel on se met d'accord sur le fait qu'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, parce qu'on s'abrite derrière son ressenti, on est très, 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 très mal barré. Enfin, pas seulement pour mes livres, comme je le sens bien, que c'est juste un moyen didactique, par un petit bout de la lorgnette personnelle, d'ouvrir sur une question plus vaste. Juste avant. D'abord, une question, puisque sur le ressenti, tu as dit là, sur la fixation du prix du livre de Barack Obama, tu les as alléchés, tu as dit que la chiquette était la chèvre, donc tu avais gagné. C'est ton ressenti qui avait gagné, mais est-ce que la chèvre avait raison? Est-ce que 500 000 exemplaires. Donc la chef avait raison, c'est ton ressenti. C'est pas toujours le cas. Mais là, oui. Et puis deuxième remarque, peut-être pour rebondir sur ce que dit Sophie sur les sensibilités, etc. La conclusion, je crois, pour nous, c'est on n'a pas une vision normative du ressenti. On dit pas le ressenti, c'est nécessairement bien ou c'est nécessairement mal. Dans l'exemple de Sophie, ça fait peur. Bon, je sais pas jusqu'à quel point tu vas pouvoir lutter contre ce mouvement-là, mais on est avec toi. Bon. Dans d'autres cas que j'ai évoqués, ça peut être utile. Et donc justement, le travail qu'on fait, c'est d'essayer de faire la part de là où ça peut être positif et de là où c'est plus négatif. Non, mais pour ne pas se faire peur sur ce sujet sensitivity reader, je pense qu'en fait, le sensitivity reader, c'est le résultat
d'une homogénéité sociale et culturelle dans l'édition occidentale qui est problématique. Et que c'est pour ça aussi qu'il a trouvé sa place. Parce que, en fait, si on publie des livres pour tout le monde, comme on n'a on publie des livres, en fait, d'abord, nous, qu'on a envie de lire. Puisque, au moins, même s'ils sont pas, ça fait plaisir. Et, bah, mais je pense que, de fait, il m'est arrivé d'avoir, je prends un exemple d'une campagne marketing pour un livre, qui s'appelait Le Tatoueur d'Auschwitz, parce qu'il y a un grand vague de romans, Le Tatoueur d'Auschwitz, la hashtag d'Auschwitz cet été, qui cartonne. Je n'en ai pas lu, ne me demandez pas. Mais, où ils avaient trouvé ça formidable de mettre, un cœur en barbelé, sur l'affiche. C'était un roman d'amour. Et la bande amovible marketing du livre, c'était c'était une traduction, c'était déjà plus de 5 millions de lecteurs conquis. T'avais Auschwitz au-dessus. Et donc là, je pense que s'il y avait quelqu'un, alors pas forcément qui avait été concerné de profession, qui avait été concerné dans sa vie par la Shoah, dans sa vie personnelle par la Shoah, juste quelqu'un qui s'extrait de son point de vue et de son vie à lui, aurait dit, vous êtes des grands malades, en fait. À quel moment on met Auschwitz avec des millions de lecteurs conquis et un cœur embarbelé? Ça va pas durer la tête. J'ai bien ton travail. Il nous est arrivé aussi, moi, il m'est arrivé de regarder des bouquins avec des traductions, tout à coup, on te parle tu te rends compte que, si toujours le traducteur choisit toujours la couleur ambrée ou chocolat ou je sais pas quoi de la peau et, a pas du tout le même geste lexical pour parler de la langue des blancs. Tu te dis, ça va pas. Et donc, évidemment, si tu es attentif à tout ça ou si tu as une diversité qui est représentée de gens en disant, moi là, je pense qu'il y a un truc que vous voyez pas parce que vous l'entendez pas et qu'on est plus divers, t'as pas besoin d'avoir de senti territoire si tu fais bien ton travail. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce truc qui est que d'homogénéité. Est-ce que Julien, tout à l'heure, disait que tu avais publié Historiciser le vin. T'arrives à le dire là comme ça. J'ai pris mon élan et je l'ai dit lentement. C'est une bonne illustration. Peut-être tu pourrais raconter ça aussi. La manière dont, y compris sur le titre, sur la couverture, comment tu as, sans faire appel à ça, comment tu as toi-même essayé de tenir compte de ce que pouvait être le ressenti. Bien sûr, là, en fait, c'est comment est-ce qu'on passe de la dictature de l'expression de ressenti à l'intelligence collective. C'est ça qui, je trouve, est un chemin qui se fait assez réconfortant. Et donc, dans ce projet, en effet, d'édition critique, de Mein Kampf, dont il s'agissait de s'inscrire dans les pas des Allemands à l'horizon étant la tombée dans le domaine public, du livre Mein Kampf qui n'a jamais été piraté en France, dont il se vendait 3000 exemplaires par une maison d'édition d'extrême droite tous les ans en France sans aucun appareil critique, alors que voilà, cette source du XXe siècle n'était pas présentée dans une traduction qui rendait compte de la folie du texte d'Hitler, avec les notes des historiens qui permettaient de comprendre et de démonter et de comprendre cette source historique. Donc, ça a été un travail sur 10 ans qui a mobilisé une 50aine d'historiens. On a traduit et adapté un travail qui était fait par une équipe de chercheurs allemands. Et donc, on a ce projet et qui est suscite une polémique très grande puisque les gens nous disent, Mélenchon, etc., on a Le Pen, on a pas besoin de Mein Kampf. Voilà, on a des menaces et les gens disent que ça va être un cauchemar, alors que évidemment, il a toujours été dit que jamais la maison d'édition Fayard, que je dirigeais à l'époque, qui avait lancé ce projet, gagnerait un centime sur ce livre et que c'était un livre à but scientifique. Mais donc, on avait eu, comme la polémique avait commencé alors qu'on avait à peine commencé le travail, on a eu 10 ans pour entendre tous les gens qui nous disaient à quel point, justement, leur ressenti de ce projet le peu qu'ils en avaient entendu, les heurtait de plein de façons différentes. Et de fait, on est allé en parler en amont à plein d'universitaires, de politiques, de grands rabbins de France, au consistoire, au CRIF, partout, pour écouter ce qu'ils avaient à dire, essayer de tenir compte d'une partie de leurs objections qui parfois étaient légitimes ou de leurs craintes qui étaient évidemment légitimes, et notamment évidemment il s'agissait pas de faire c'était un contre-exercice pour en vendre le moins possible. Mon angoisse c'était qu'ils s'autorisent des best-sellers
Non, mais ouais, non, mais l'enfer, parce qu'en Allemagne, il avait été dans la liste des best-sellers. C'était un institut public universitaire, mais évidemment, il avait été dans la liste des best-sellers. Donc bref. Et donc, bon, je voulais pas que le titre, ce soit une édition critique, Mein Kampf, une édition critique, ce qui était le titre d'édition allemande. Mais où les Allemands, ils comprennent mieux qu'une édition critique, c'est une édition scientifique universitaire, alors qu'en France, la tradition est moins forte. Et donc, moi, j'avais reçu des lettres de menaces sur mes enfants, etc. Après la sortie de Mélenchon, un truc qui avait même pas commencé. Enfin, bref. Donc, je vais chez les flics parce que c'était un peu pénible. Et j'ai essayé d'expliquer, non, c'est parce que les maisons d'édition que je dirige, voilà, a annoncé qu'elle allait poursuivre ce projet d'édition critique de Mein Kampf. Et comme l'officier de police m'a dit, ah, mais j'espère que vous allez être bien critique, hein, parce qu'il y en a la bêtise dans son livre avec fait de bien critique. Et là, je me suis dit, ok, on a un gros problème avec édition critique. En fait, les gens ne le demandent pas ce que ça veut dire. Donc, donc on a trouvé ce titre, Historiciser le mal, qui en tout cas rendait compte de l'ambition intellectuelle et politique aussi qui sous-tendait le livre. Et ensuite, la couverture, on voulait faire le plus sobre possible. Et donc, en reprenant des codes qui sont des codes de livres de sciences humaines. Donc, ça tombe bien, merci, Laurence en ballon. Voilà. Donc, généralement, le livre de sciences humaines, par sa sobriété, signale son intérêt, sa scientificité. Donc, il est toujours sur un fond blanc, vous remarquerez, et souvent, l'auteur est en noir et le titre est en rouge. Oui, on va reprendre un code de sciences humaines avec une diapo bien chiante, un truc hyper plat. Voilà, donc j'ai cette couverture-là, je la montre à nos 15 historiens, donc assez contente, avec les historiens, donc Florent Braillard, sous la direction de Florent Braillard et Andreas Birching, Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf, et machin, annotation, et je leur montre, et là, mes consternations n'ont rien de faire. Ouais, c'est bien, blanc, noir et rouge. Le bon couleur, super. Ok, on revient. Je l'avais pas. Et voilà, donc on est revenu avec le titre en bleu, et le reste en noir et sur fond blanc toujours, qui est là. Là, il y en a la moitié qu'on fait bleu de Prusse, vraiment. Elle fait non, bleu de Prusse, personne ne voit bleu de Prusse, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment juste pour me persécuter. Donc voilà, mais en tout cas, et par exemple, après j'arrêterai sur cet exemple, mais c'est vrai qu'il est assez, voilà. Quand on est allé, on a vu le représentant d'un centre juif qui nous ont dit, qui était très ému à l'idée que ce livre soit en librairie. Donc, on avait prévu de mettre tout un dispositif pour que justement, il soit pas, que vous le commandiez chez votre libraire et qu'il soit disponible, mais qu'il ne soit pas exposé chez les libraires. On a persécuté Amazon pour qu'ils ne le mettent pas en avant, qu'il n'y ait pas de recommandation. Donc, ils ont dû enlever tous leurs algorithmes pour ne pas le mettre en avant. Il y a des gens en Indonésie, c'est les joies de la mondialisation. Ils ont mis une équipe en Indonésie pour démonter si vous avez aimé Primo Levi, vous aimerez aussi Historiciser le mal. Bah ouais, tu penses à tous ces trucs-là. C'est pas possible qu'ils remontent pas dans les recommandations. Donc ça leur a pris des mois pour enlever tous, les convaincre qu'il fallait le faire et qu'ils le fassent. Et bref, il y a un moment, une conversation qui était un peu animée avec des gens qui n'étaient pas très contents de ce peu-là. Et ils disent, de toute façon, ce livre, faudrait pas le vendre. Faudrait essayer pour des chercheurs, faut qu'il soit en bibliothèque. Et je me dis, ok, super, on va l'offrir. De toute façon, on va l'offrir aux bibliothèques. Et donc cette idée en fait de dire, si vous êtes bibliothécaire universitaire, si vous êtes bibliothèque, vous avez un centre de documentation, vous voulez ce livre qu'on va vendre 100 € parce que c'est un gros livre de recherche, et qui, voilà, très imposant, on vous l'offre. Après, à quel point ça a été compliqué de l'offrir aux bibliothèques, enfin bref. Voilà, mais donc en tout cas, on a beaucoup communiqué là-dessus et beaucoup de bibliothèques nous l'ont demandé. Mais ça, par exemple, ce ressenti-là exprimé d'une manière extrêmement violente, je vous épargne, en tout cas, a conduit, en tenant compte de ce ressenti, à faire quelque chose de plus intelligent. Donc, il y a aussi un moyen qui n'est pas seulement la confrontation des ressentis, mais essayer de trouver des solutions en tenant compte, qui, moi, je trouve, est d'une intelligence collective. Et donc, ça va nous permettre d'aboutir à la troisième partie, mais peut-être avant, parce qu'on avait promis que vous puissiez intervenir. Donc, sur cette partie du champ, ou des champs, des domaines de ressenti, est-ce qu'il y a des intervenants, d'abord des gens qui souhaitent avoir une expérience propre d'utilisation du ressenti? Après tout, ça peut, Bonjour. Moi, j'étais très intéressée parce que vous aviez évoqué au niveau de l'édition. Je suis illustratrice et ça fait plus d'une trentaine d'années. Et de plus en plus, je trouve que la création devient difficile parce qu'effectivement, on va avoir des objectifs commerciaux qui vont être assez lourds. Et
on a du mal à arriver à faire le tri entre notre propre ressenti quand on doit illustrer un texte, par exemple, etc. Et se dire, voilà, l'illustration que je fais, quel ressenti il va y avoir derrière, quel accueil il y avoir derrière. Alors, l'éditeur est là pour protéger, un bon éditeur protège effectivement les facteurs. Mais voilà, c'était juste pour expliquer, je trouve que il y a quelque chose qui vient un peu percuter cette création qui devient plus difficile. N'est-ce pas? Juste, je voudrais revenir à la question des livres et la sémantique. J'ai entendu la semaine dernière à la radio que dans le dictionnaire de l'Académie française, il y avait des mots qui étaient complètement décontextualisés, négligent par exemple race, ou finalement sur le terme race, à aucun moment il est dit que c'est une construction sociale, que ça vient de tel et tel, etc. Et puis du coup, quelqu'un qui va lire sans avoir ce contexte-là va croire que les races pour les hommes existent. Et c'est quand même compliqué quand ça vient d'une haute autorité du langage, de la sémantique, de se dire comment se fait-il qu'il n'ait pas pu ressentir que ça allait être complètement foireux à faire. Ou bien, ça signifie que finalement, ça n'est pas un problème et que l'on peut, voilà. Et donc ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, si je reviens à ce que vous disiez, madame, sur la pauvreté et la grande pauvreté, en termes de politique publique, parce que je crois que c'est après le troisième thème, parfois le ressenti des personnes concernées n'a finalement pas beaucoup d'importance parce que c'est l'expression de leur ressenti. Donc on va pas faire une politique publique appliquée à l'ensemble des minorités ou des choses qui ne sont pas bien. Si on prend la lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté, il y a un plan national de lutte contre la pauvreté, avec le COGICER dans chaque région, des crédits pour la lutte contre la pauvreté. Il y a des appels à projets, à manifestations d'intérêt pour que les gens répondent. Est-ce que cela a pris autant fait reculer la pauvreté et la grande pauvreté? Pas sûr. Donc en fait, on est aussi sur des autorités, soit qui occultent le ressenti de certains, pour ne pas mettre en place les politiques qu'il faudrait peut-être, pareil sur le climat et le dérèglement climatique. Ah mais non, c'est pas un ressenti, dans notre France, on ressent mais je sais pas où, on ressent moins, donc parfois on va pas tous s'en douter. Et en même temps, il y a des autorités qui viennent calquer des mots ou qui viennent avec des trucs extrêmement rances, sans contextualiser, sans garde-fou finalement. Et donc, c'est la voie à tout plein de choses, et tout plein de choses. On peut prendre une syllabe de plus que le ressenti, ça va être le ressentiment. Et là, on va basculer dans autre chose. Donc, il y a une dernière intervention sur cette partie-là. Effectivement, on avait prévu et on va le faire une troisième partie sur les politiques publiques et comment ça peut être pris en cause. Et ça rejoint ce que tu disais sur l'intelligence collective. C'est qu'au fond, on sent bien que le ressenti, il y a quand même des choses très intéressantes. On peut en tirer, c'est une réalité. On peut en tirer des choses, d'autant que, encore une fois, ça n'est pas forcément une réaction épidermique. Il y a derrière des éléments beaucoup plus riches que simplement cette dimension émotionnelle et cette construction sociale qui est importante. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut en faire? En levier d'analyse. Je crois qu'on l'a un peu démontré déjà dans le propos qu'on a tenu, même si ça peut être le cas dans plein d'autres domaine d'une capacité, le domaine de la sécurité. Je l'ai juste évoqué dans le rapport annuel, mais c'est évidemment un des domaines dans lequel ça a été le plus important. Ça a été d'ailleurs presque un des premiers dans les politiques publiques, en tout cas d'analyse, qui a été mis en avant. On commence à le développer aussi dans le domaine environnemental, effectivement, et ça, je crois que Gilles reviendra dessus. Il y a des domaines comme le domaine de la santé, où ça peut être très très intéressant. Je donnerai juste un tout petit exemple parce que moi, il m'a vraiment, c'est une découverte au moment de cette enquête sur ce qu'on appelle les patients experts. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. En fait, on s'est rendu compte. Alors, il y a des médecins qui se sont dit
au fond, les malades vivent la maladie d'une certaine façon. Nous, les médecins, on aborde la maladie d'une certaine façon. Et c'est pas antinomique, et c'est pas il y en a une qui est supérieure à l'autre, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut tirer parti du ressenti et de l'expérience des malades dans, en fait, le protocole médical? Et j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Et donc, il y a une professeure qui a même été jusqu'à développer depuis 10 ans un diplôme universitaire. C'est-à-dire que on se dit pas, justement, on retrouve des éléments qu'on a tous dit. On reste pas juste sur le ressenti. On essaye d'aller un cran plus loin pour que ça devienne un outil qui puisse servir. Et donc, on a créé ce diplôme universitaire où les patients qui ont été malades sont accompagnés pour pouvoir après accompagner, alors soit vraiment être intégrés à une équipe médicale, notamment en cancérologie, et accompagner les malades avec leur propre apport, soit sur un angle un peu plus académique sur les politiques de santé, ou sur notamment les moyens de recherche, où ils vont aussi apporter leur propre capacité d'analyse par rapport à ça. Et j'ai trouvé que c'était un domaine auquel on ne s'attendait pas forcément, et c'était hyper intéressant. Donc je voulais juste le mentionner. Donc Gilles, je te passe la parole. Il ne nous reste pas tant de temps que ça sur la politique environnementale, et puis peut-être aussi sur effectivement quels sont les outils politiques démocratiques qui peuvent mieux intégrer le ressenti et les utiliser. Bon, je vais vite. Sur le que faire, d'abord, je pense qu'il faut qu'on soit bien au clair sur le fait qu'il y a des limites à notre capacité à appréhender de manière objective le ressenti. Et je pense que, en fait, la météo est un exemple très intéressant. Parce qu'il y a la température et il y a la météo ressentie, et par rapport à tous les quelque chose ressenti, la météo ressentie est la plus scientifique puisqu'elle tient compte notamment de la vitesse du vent. Mais la météo ressentie n'est pas votre météo ressentie. Parce que, en fonction de si le froid est précoce, si vous travaillez souvent dehors ou pas, si votre logement est beaucoup chauffé ou pas, si vous avez bien dormi ou pas, votre température ressentie ne sera pas 12 fois conscience on peut s'approcher du ressenti, mais on peut jamais aller jusqu'au bout. Après, j'y vais peut-être 2 illustrations de comment on peut, dans les politiques publiques, s'en saisir. Premier est un exemple ancien, du temps, je vais ta vie où je n'étais pas un observateur engagé, mais un acteur. Il y a 25 ans, quand Lionel Jospin était Premier ministre, j'étais dans un cabinet ministériel au ministère des Finances. Donc j'écrivais les discours du ministre et je suivais les questions de clients. Le premier budget passe, il y avait une petite baisse d'infos. Et donc on fait une enquête auprès des Français pour savoir quel est leur ressenti de ce budget, et notamment on leur demande est-ce que vous pensez que les impôts vont baisser ou vont augmenter ou vont rester stables. Les impôts allaient baisser un peu, 80% des gens disent les impôts vont augmenter. Bon, il y a un truc qu'on a dû rater. Donc on fait une enquête très approfondie, une enquête qualitative, on réunit les gens et on essaie de creuser ce qu'est le ressenti des impôts. Et un des éléments qui ressort, 2 éléments. Un, c'est la hiérarchie des impôts légitimes et des impôts illégitimes. Et par exemple, et c'est un gros problème par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la pauvreté, sur la question du patrimoine. Déjà à l'époque, l'impôt de très loin le plus illégitime, c'était l'impôt sur les successions. C'est par contre aussi vrai, mais encore plus vrai aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, et c'est là où on s'en est servi, c'est le sentiment que on augmente toujours des impôts, on crée toujours des impôts, et c'était ça l'élément nouveau, on n'en supprime jamais. Et on se dit peut-être qu'il y a là un levier pour modifier le ressenti. Et budget suivant, on baisse les impôts,
un peu plus, mais pas beaucoup plus, mais surtout, on supprime plein de petits impôts qui ne rapportaient absolument rien, dont un, vous vous souvenez, peut-être, qui étaient les timbres sur les cartes d'identité. C'est rare. Je refais l'enquête, parce que après le deuxième budget, quelle est la mesure la plus retenue de toute la suppression du timbre sur les cartes d'identité? Est-ce que vous pensez que les impôts vont baisser ou les impôts vont augmenter? Les impôts vont baisser. Donc, on voit comment, en travaillant sur les ressentis, on peut en tenir compte dans les politiques publiques. Ça, c'est un exemple très ancien. Et puis, il y a sur les questions environnementales, on va publier la semaine prochaine une nouvelle note dans le cadre de ce travail sur le ressenti, qui montre pas seulement le fait que on n'a pas en France, en Europe, dans le reste du monde, le même ressenti sur les questions climatiques. On voit là pour le coup que le climato-scepticisme est très différent en Europe et aux États-Unis, beaucoup plus développé aux États-Unis. Une parenthèse dans mon propos de cousu. J'étais très frappé. Je dînais la semaine dernière avec un patron d'un grand groupe international dans l'agroalimentaire qui a 4 centres de production aux États-Unis. Elle dit, si je dis le mot climat aux États-Unis, c'est un mot avec la polémique est immédiate avec les agriculteurs. En revanche, si je leur parle de la capacité de transmettre un sol sain à leurs enfants, là, on peut commencer à travailler sur la question environnementale. Bon. Donc, grande différence entre les pays, différence en Europe, différence en France, un peu entre les femmes et les hommes, les femmes étant moins climato-sceptiques, les jeunes que les vieux, et surtout, et de plus en plus, en fonction des sensibilités politiques. C'est de plus en plus le clivage pour appréhender le rapport aux questions climatiques, c'est le positionnement politique. Bon. Une fois qu'on a dit tout ça, les études montrent que la probabilité d'adopter un comportement éco-responsable dépend beaucoup du niveau de connaissance. Dès lors qu'on sait ça, comment on fait pour travailler sur les connaissances? On sait que la crise climatique provoque des émotions. On a tous entendu parler de l'éco-anxiété, parfois de la solastalgie, la souffrance qui est liée à la perturbation de son environnement. Là aussi, les études montrent que plus votre connexion à la nature est forte, et plus votre bien-être est fort. Et donc, y compris dans les espaces urbains, comment on fait pour végétaliser l'espace urbain, on voit comment on peut, de manière très concrète, utiliser les ressentis. Et puis, c'est vrai, je termine par là, beaucoup par la manière dont on associe les citoyens. Ça m'est fait, et je trouve que la démarche était intéressante, la conclusion est plus décevante, mais la Convention citoyenne pour le climat était très intéressante parce que on voyait que des gens qui avaient une faible sensibilité à cette question-là, au début, en travaillant dessus, étaient amenés à évoluer et à faire des propositions, mais il y a beaucoup d'autres modalités d'association des citoyens, le budget participatif dans un certain nombre de villes, des consultations citoyennes. On a à Lyon une convention métropolitaine sur le climat. Donc il y a plein de modalités mais qui, je crois, toutes dans le même sens. Je dis que j'en ai trop, j'ai Là, je pense que c'est important de remettre effectivement sur cette possibilité. Je recycle Pierre Rosanvallon. Ouais. Si vous l'achetez pas. Voilà. Pas loin. On n'a plus besoin du coup. Non, c'est que je suis Pierre Rosanvallon. C'est ça, donc jamais déjà eu, mais je veux dire, je ne me fais pas cette hauteur-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il dit dans les conventions citoyennes et dans ces démarches-là, c'est que on est avant le vote, on est avant la décision, on est avant le fait majoritaire, et que il y a, comme on l'a dit, un peu une dictature de la moyenne. Il y a toujours le risque dans le fait majoritaire, quand on est sur des discussions très clivées, on va pas résoudre le problème parce que on va avoir un résultat arithmétique, certes, qui va se traduire politiquement, mais en fait, on n'aura pas désamorcé justement la diversité des ressentis et des réalités. Et que le fait de pouvoir faire ces conventions en amont, c'est-à-dire où chacun vient avec
son niveau de ressenti, de connaissance, d'expérience, etc., permettent de les mettre à plat, à même niveau, et évidemment de mener à des solutions. Et je pense que dans les différentes conventions qui ont été menées, en fait, c'est même assez extraordinaire. Les résultats étaient plutôt assez extraordinaires. Alors après que l'échelon politique s'en soit plus ou moins saisi, c'est un vrai sujet, mais au moins au départ. Et il se trouve que je connais bien une personne qui avait animé une partie de ces conventions. Et je lui avais dit justement comment ça marche avec les ressentis, les personnes arrivent toutes avec évidemment des visions différentes. Il y a quand même tout un travail effectivement d'apport de connaissances, d'arriver à débattre tout simplement aussi. C'est ça rejoint ce que tu disais Sophie, d'arriver à mettre évidemment en confrontation, mais en confrontation constructive. Et c'était sur la convention citoyenne sur la fin de vie. Et donc il y a eu un résultat. Et il y a eu derrière, évidemment, des tas de démarches, d'associations pour venir contredire les options qui étaient retenues et essayer de surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de loi, etc., etc. Et ces associations, ces institutions jouaient énormément sur les émotions. Et ça a énervé, en fait, les participants parce que justement, ils avaient fait ce travail eux-mêmes de partir de ce qui était leur propre émotion, leur propre ressenti. Ils avaient fait toute cette évolution pour arriver à un commun et à une partage. Et tout d'un coup, on les ramenait, voilà, à cette dimension-là, cette dimension unique, avec une espèce de chantage. Et en fait, elles ont eu beaucoup de mal, les associations, à travailler, à essayer de les convaincre parce que justement, le travail avait été fait en amont. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Ça demande du temps. Je crois que quand on veut réunir 150 ou 200 personnes, il faut passer 200 000 coups de fil. Enfin, je veux dire, c'est aussi, il faut avoir aussi ça en tête. C'est que c'est une démarche, en tout cas au plan national, c'est difficile à mettre en place, donc il faut bien choisir les sujets. Je pense que c'est peut-être sans doute plus facile au plan local. Et d'une certaine façon, ça prend aussi en compte des réalités pour certains sujets qui font partie des éléments du ressenti. Donc c'est intéressant. Et c'est un outil qui peut être, en tout cas, de notre point de vue, à développer. En tout cas, on espère qu'il y en aura d'autres. Je passe pour la conclusion, Sophie. Allez, Sophie, la conclusion. Pas ta conclusion. Si Gilles donnera compléter. Non, ça m'a réconcilié avec l'urbanisme de ressenti. Ah, on est content. Non, mais je pense que vraiment le problème, c'est d'y voir c'est toujours la même chose. C'est quand on veut on veut que les outils pensent, généralement, ils pensent mal. Donc, le ressenti, c'est un outil. Et il faut arriver à faire en sorte qu'on pense mieux grâce à lui. Et qu'on retrouve un chemin du commun qui soit un peu plus riche que la confrontation d'émotions et d'identités qui arrivent pas à se parler, ce qui conforte les unes et les autres. Mais une voie est possible. Non, pas de conclusion. Si vous avez encore une intervention. Pour relater l'expérience qui rend tout à fait là-dedans. Moi, je suis par ailleurs municipal dans un bourg dans le Jura, et j'ai un bourg, le maire du village, qui est venu me chercher pour faire des démocratie participative. On a commencé à travailler, j'ai eu beaucoup de chance, on est tombé sur un programme de l'agence sociale de l'exemple de téléphone, nous avons parlé de moyens, de sac de panneaux, de savoir animer. Ouais. Et en fait, on se rend compte, finalement, les émotions, elles sont là, c'est un point de départ. En fait, c'est ce qu'elles ont à nous dire, tant personnellement que le fondement. Et en fait, c'est pour un petit miracle, comme vous l'avez dit, c'est reconnaître qu'on a des désaccords et comment on chemine pour y arriver. Mais en fait, on y arrive probablement bien, c'est que, en partant de gens qui arrivent avec des visions du monde très affirmées, des identités, même, des choses très, on voit que finalement, en fait, l'intérêt de ces émotions, c'est qu'elles se confrontent. Et alors, comme vous l'avez dit, mesurer les émotions, c'est impossible. On peut pas se mettre d'accord. Mais quand vous êtes dans un processus un petit peu de percolation, de distillation de ces émotions-là, il en tient quelque chose. Et ça marche à moi, c'est une expérience personnelle, je fais dans mon village, voilà. Par contre, le problème, il est le suivant. C'est-à-dire que tout ça, finalement, et comme vous l'avez tout à fait dit, c'est de l'instituant. C'est du devenir, c'est du premier mot. Et la problématique que moi, je me suis confronté, j'ai mon maire qui m'a dit, moi, de toute manière, on va pas prendre à tout le monde. Donc, vous voyez, à un niveau micro, comment l'instituer, les institutions,
avec toute leur verticalité, leur rigidité, en fait, aujourd'hui, elles sont internales. On l'a vu. La Convention pour le climat, c'est un petit miracle. La Convention pour la famille, c'est un petit miracle. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Un blocage de l'institué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une démocratie qui sont encore immature par rapport à ça. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait la société de l'autonomie des individus, une démocratie un peu totale, hein. Maintenant, on veut la démocratie partout, et c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais c'est comment elle s'organise, et que finalement, on a toujours un temps de retard avec l'institut. Et le risque, en fait, qu'on a aujourd'hui, on est toujours dans une crise par rapport à ça, c'est qu'il pourrait le dépasser. Bon, je vois plutôt que l'instituer, plutôt va nous titiller nos émotions, pour justement rentrer dans un marketing politique qui ne se range pas sur la situation. Donc je pense qu'aujourd'hui le point, et j'ai expérimenté dans un village, enfin dans un bourg de 2600 habitants, et on retrouve, je pense que vous l'avez dit, c'est peut-être à une échelle locale, mais finalement c'est aussi peut-être se positionner. Comment en fait je vais pouvoir déborder l'institué par le bas, à Barry, pour ensuite justement le forcer à bouger à lui-même. Voilà. Moi c'est un peu mon réflexion. Voilà. Merci beaucoup pour en fait un point final plutôt positif, même s'il reste avec le point d'interrogation. Donc on n'aura pas levé complètement, mais c'est l'idée, c'est évidemment pas d'apporter des réponses, mais de pouvoir confronter des idées. Merci beaucoup pour votre présence, votre écoute, votre participation, et on espère à bientôt.